Merci d'être avec nous sur Arte pour un numéro évidemment spécial du Dessous des cartes lié à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le fait même de prononcer cette phrase, de voir cette colonne de blindés aux environs de Kiev, comme dans les guerres du XXe siècle, violant l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un pays démocratique. Ces images, ces termes continuent de provoquer en nous un état de sidération. L'invasion de l'Ukraine, un événement géopolitique majeur, historique, un point de rupture que nous allons ce soir, dans un format inédit, essayer de remettre dans un cadre géographique et historique, tout en nous projetant vers l'avenir, en compagnie de deux invités, la chercheuse Anna Collin-Lebedev, spécialiste des sociétés post-soviétiques, et le directeur de l'IFRI, Thomas Gomard. Mais comme toujours, on va commencer par sortir nos cartes. L'Ukraine partage ses frontières avec à l'ouest la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, pays membres de l'Union européenne, ainsi que la Moldavie qui, elle, n'en fait pas partie. Au nord, la Biélorussie et bien sûr la Russie à l'est, avec près de 2000 km de frontières communes. Au sud, le pays est bordé par la mer Noire et par la mer d'Azov. Peuplé de 44 millions d'habitants environ, son territoire est un peu plus grand que la France. Kiev, sa capitale, aujourd'hui menacée, est située sur le Dniepr, le fleuve qui traverse le pays. Alors à présent, on va regarder la carte des langues. Elle divise l'Ukraine entre d'une part l'ouest et le centre du pays, les habitants y parlent très majoritairement l'ukrainien, et d'autre part le sud et l'est où l'on parle russe, ce que le Kremlin met sans cesse en avant. Et plus particulièrement dans certaines régions ou oblasts, comme la Crimée, annexée depuis 2014, qui compte 90% de russophones, ainsi que les régions de Louhansk et de Donetsk, à l'est du pays. Alors maintenant, on va remonter dans le temps, remonter au milieu du 8e siècle, date à laquelle le Rus ou État de Kiev est fondé par des Vikings, les Varegs. Vladimir le Grand se convertit au christianisme en 988. La Sainte Russie est née. Au XIe siècle, cette principauté slave est à son apogée. Centre culturel et religieux, il s'étend de la Baltique à la mer Noire et contrôle les routes commerciales. C'est le plus puissant État d'Europe. Bien des siècles après cet âge d'or, le Russe de Kiev demeure, particulièrement dans les éléments de langage du Kremlin, le berceau de la nation. Alors à présent, voyons la situation au milieu du XVIIe siècle. En 1667, le territoire ukrainien actuel est déjà sous influence multiple. La rive droite du Dniepr, à l'ouest, appartient à la République des deux nations, polonaise et lituanienne, tandis que la rive gauche et Kiev, à l'est, est sous domination du Tsarat de Russie. Au sud, le Khanat de Crimée est peuplé de Tatars. À la fin du XVIIIe siècle démarre une longue période de domination russe. En 1783 déjà, les Russes annexent la Crimée. En 1795, l'impératrice Catherine de Russie récupère la rive ouest du Dniepr, l'empire des Habsbourg s'arrogeant les régions occidentales. Au sein de l'Empire russe, le terme d'Ukraine est désormais interdit, il faut parler de Petite Russie. C'est le grenier à blé de l'Empire, grâce à ses riches terres noires, et aussi la première région industrielle, avec la houille dans la région orientale du Donbass. En 1917, nouvelle étape, l'Ukraine accède pour la première fois à l'indépendance à l'issue de la Révolution de février et de la fin de l'Empire russe. En novembre, le premier parlement ukrainien, la Rada, s'oppose aux bolcheviks et proclame la République populaire d'Ukraine. Sauf qu'à l'est du pays, une république soviétique d'Ukraine pro-russe est-elle proclamée à Kharkiv. Cette indépendance sera de courte durée, l'armée rouge occupant le pays. En 1922, la République socialiste soviétique d'Ukraine est intégrée à l'URSS. Dans ces années 1920, la collectivisation forcée des terres provoque la résistance de la paysannerie et le réveil nationaliste ukrainien. Les années 30 sont marquées par la famine orchestrée par Staline pour briser la paysannerie et le nationalisme. C'est l'Holodomor, ou extermination par la faim, qui aurait fait 6 millions de morts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le territoire ukrainien s'est étendu à l'ouest, au détriment de ses voisins,
la Pologne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. On estime que 8 millions d'Ukrainiens ont péri pendant la guerre. En 1954, Nikita Khrouchtchev offre la Crimée à l'Ukraine, république soviétique modèle, la plus peuplée de l'URSS derrière la Russie. Après-guerre, l'Ukraine occupe en effet une place centrale dans l'économie soviétique. Elle produit un quart de la production agricole et les mines de fer de Kryvyi Rog et le charbon du Donbass alimentent en acier le complexe militaro-industriel. Quand en 1991 le régime soviétique s'effondre, l'Ukraine devient de nouveau indépendante, même si elle demeure dans l'orbite de la Russie. Dans les années 90, le président Koutchma mène une politique libérale et autoritaire. Alors à présent, venons-en au XXIe siècle, avec une histoire politique ukrainienne qui raconte plus que jamais un mouvement de balancier entre Est et Ouest, mais avec une identité européenne et démocratique qui s'est progressivement affermie, provoquant l'inquiétude du Kremlin. Ainsi, lors de l'élection présidentielle de 2004, un candidat pro-russe, Viktor Yanukovych, est donné vainqueur au deuxième tour face au candidat pro-Europe, Viktor Youtchenko, sauf que la population va dénoncer une fraude électorale, descendre dans la rue. C'est la révolution orange, la couleur du parti pro-européen. Et vue de Moscou, cette révolution orange apparaît comme une menace sur sa zone d'influence dans un contexte géopolitique nouveau à l'Est. L'Union européenne vient en effet, en mai 2004, de s'élargir sur son flanc Est. Et en mars, plusieurs pays de l'ex-pacte de Varsovie et d'anciennes républiques soviétiques, devenus des États souverains, demandent à intégrer l'OTAN afin de se protéger des velléités expansionnistes de Vladimir Poutine. L'OTAN a accepté ces candidatures. La lutte d'influence entre Russes et Européens va ensuite se jouer autour du gaz. Vous voyez ici les principaux gazoducs qui transportent le gaz russe vers l'Europe en passant par l'Ukraine, laquelle dépend à 65% des importations de gaz russe et d'Asie centrale. Durant l'hiver 2008-2009, le bras de fer entre les compagnies de gaz russes et ukrainiennes entraîne l'arrêt des livraisons pendant plusieurs semaines. Un accord est finalement trouvé entre Poutine et la première ministre ukrainienne de l'époque, Yulia Tymoshenko. Mais la confrontation entre la Russie de Poutine et l'Ouest européen n'est pas finie, loin s'en faut, avec désormais deux modèles d'intégration économique qui se font face. L'Union européenne renforce ses liens vers l'Est avec les anciens satellites de Moscou. Elle lance en 2009 un partenariat oriental qu'elle souhaiterait conclure avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie dans le Caucase, et en Europe de l'Est avec la Biélorussie, la Moldavie et l'Ukraine. Poutine, de son côté, multiplie les pressions commerciales afin que l'Ukraine rejoigne une union douanière entre la Russie et les anciennes républiques soviétiques. Fondée en 2010 avec le Kazakhstan et la Biélorussie, cette union douanière devait intégrer à terme en Asie centrale l'Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan, dans le Caucase l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et en Europe de l'Est la Moldavie et bien sûr toujours l'Ukraine. L'Ukraine, on le voit, est écartelée entre ces deux projets rivaux d'intégration économique. En 2010, les Ukrainiens ont cette fois élu le pro-russe Viktor Yanukovych à la présidence. En novembre 2013, celui-ci refuse de signer l'accord d'association avec l'Union européenne et annonce un renforcement de la coopération économique avec la Russie. Immédiatement, les pro-européens se retrouvent de nouveau en nombre sur le Maïdan. Les manifestations et occupations vont rapidement s'étendre, coupant le pays en deux, Euromaïdan à l'ouest, pro-russe à l'est. Voici la situation en 2014. Après l'interdiction des manifestations, le mouvement s'amplifie, émaillé de violence. À Kiev, le 20 février 2014, les affrontements avec les forces de police font au moins 75 morts. 2 jours plus tard, Yanukovych se réfugie en Russie. En réaction, en Crimée, des séparatistes prennent le parlement de Simferopol et les aéroports, avec l'appui des troupes russes. L'indépendance de la péninsule est proclamée par le Parlement de Simferopol le 11 mars. Le 16, le rattachement à la Russie est approuvé par un référendum organisé par Moscou et contesté par la communauté internationale. Et le 18 mars 2014, Poutine signe le traité intégrant la Crimée et la ville autonome de Sébastopol à la Russie.
Les États-Unis et l'Union européenne réagiront par des sanctions économiques et politiques. Quelques semaines plus tard, c'est au tour des séparatistes pro-russes du Donbass de prendre les armes. À partir de l'été, ces séparatistes sont soutenus en hommes, en matériel et financièrement par Moscou. Vous voyez ici la présence des troupes russes à proximité de la frontière. Après plusieurs mois de guerre et de bombardement des populations civiles, un premier accord de paix est signé à Minsk, en Biélorussie, en septembre 2014. Jamais appliqué, il sera suivi d'un second accord en février 2015, également resté lettre morte. Voilà pour la situation en Ukraine en 2014, annexion de la Crimée et sécession du Donbass. Le Donbass, une guerre larvée depuis 2014 qui a fait plusieurs milliers de morts, jusqu'à cette indépendance reconnue par Moscou le 21 février dernier des deux républiques autonomes autoproclamées de Louhansk et de Donetsk, suivie de la tentative d'invasion, vous le savez, de toute l'Ukraine par Moscou, toujours en cours, avec une résistance, on l'a dit, surprenante du peuple ukrainien. Alors, où en est l'ancrage occidental de ce peuple de 2014 à nos jours? Voilà une question à laquelle vous savez répondre. Anna Colin-Lebedev, bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences, spécialiste des sociétés post-soviétiques. En revisitant à l'instant l'histoire de la relation Russie-Ukraine, on voit bien les mouvements de balancier entre invasion et indépendance retrouvée. La Russie aime à dire qu'une majorité d'Ukrainiens se vit comme russe. Quelle est la vérité? Quelle est l'identité aujourd'hui du peuple ukrainien? Penche-t-elle majoritairement vers l'ouest ou vers l'est? L'Ukraine est un territoire où les migrations ont été extrêmement importantes. Les mélanges de populations ont été également très importants. Je dirais que dans la situation contemporaine, être ethniquement russe, ethniquement ukrainien, ethniquement tatar, même si c'est un petit peu particulier pour les Tatars qui ont été déportés en tant que peuple, mais disons ethniquement russe et ethniquement ukrainien, ça n'a pas grand sens en réalité. Hein. Vous avez toutes les situations qui se rencontrent, des combinaisons, des familles mixtes, des combinaisons d'ukrainophonie et de russophonie. Vous pouvez avoir des gens ethniquement russes, plutôt russophones dans leur vie quotidienne, ethniquement ukrainiens, très russophones et attachés à la Russie, etc. Donc, vous voyez, ça, l'histoire même soviétique qui a notamment favorisé ces brassages de population, fait que les Ukrainiens se reconnaissent aujourd'hui, en fait, dans une conception civique de leur identité. Peu importe l'appartenance, les origines ethniques russes ukrainiennes, peu importe la langue de préférence, le russe ou l'ukrainien, l'important c'est d'adhérer à ce projet de société que porte aujourd'hui l'État ukrainien. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un fait indéniable qu'il y a une identité ukrainienne de plus en plus tournée majoritairement vers l'Europe, vers la démocratie, vers le multilatéralisme? Est-ce que cette identité-là, elle expliquerait en partie la résistance du peuple ukrainien face au rouleau compresseur russe? Je dirais qu'il y a une dynamique qui a été accélérée depuis 2014 et quelque part accélérée par les efforts de Vladimir Poutine. En 2014, lorsqu'intervient la révolution du Maïdan, le pays est pluriel. Vous avez vraiment des couches de population, des groupes qui se rattachent davantage, qui souhaitent davantage se tourner vers l'Europe. Et puis vous en avez d'autres qui sont davantage sensibles peut-être à l'attraction du voisin russe, au passé commun, aux voisins économiquement puissants. Et puis l'agression de la Russie contre l'Ukraine dès en fait l'annexion de la Crimée, dès l'annexion de la Crimée en 2014, va en réalité unifier de plus en plus la population ukrainienne. Et je dirais qu'avec chaque acte agressif, l'annexion de la Crimée, l'intervention armée dans le Donbass, et puis dernièrement, bien évidemment, l'agression, cimente de plus en plus les Ukrainiens autour d'un projet pro-européen qu'ils jugent plus désirable, qu'ils jugent également plus protecteur que la Russie qui est perçue véritablement comme menaçante. Je dirais que voilà, aujourd'hui, on peut dire que Vladimir Poutine, si son projet avait été de cimenter la nation ukrainienne, ma foi, il a véritablement réussi à le faire. Cependant, il faut bien se rendre compte que il y a eu ces dissensions qu'il y avait dans la population ukrainienne jusqu'en 2014 ont été encapsulées ces 8 dernières années dans les républiques séparatistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, cette idée de l'héritage commun et de la volonté de faire un avenir commun est limitée dans ces zones et quelque part ne se répand pas au-delà. Hein. Et aujourd'hui, ces zones semblent avoir rejoint dans le conflit armé le territoire russe et le reste de l'Ukraine est sur une position radicalement différente. Merci Anna Colin-Lebedev d'avoir été en ligne
avec nous. À présent, on va regarder cette carte de l'Ukraine avec ces villes aujourd'hui menacées par l'armée russe et ces pays qui subissent plus que les autres les conséquences de cette guerre dont nul ne sait aujourd'hui combien de temps elle va durer. Les effets dominos de cette invasion russe de l'Ukraine, on en parle maintenant avec vous. Thomas Gomard, bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors, parlez-nous d'abord des pays frontaliers non membres de l'OTAN qui, plus que les autres, s'affolent. Géorgie, Moldavie, que redoutent-ils et du coup, que font-ils? À la Géorgie et la Moldavie, il faut rappeler qu'ils subissent une présence militaire russe depuis plusieurs années. En ce qui concerne la Moldavie, vous avez la région de la Transnistrie qui accueille, si j'ose dire, des troupes russes depuis la chute de l'URSS. Et quant à la Géorgie, vous vous en souvenez, il y a ce conflit de 2008 au terme duquel la Russie s'est impliquée en Ossétie et en Abkhazie. Par conséquent, ce sont déjà deux petits pays qui sont sous une forme de pression militaire russe et qui donc suivent très attentivement les événements en Ukraine. Alors, il y a aussi, bien sûr, les pays membres de l'OTAN tout proches de l'Ukraine, les États baltes, la Roumanie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie. Là encore, Thomas Gomard, quel est leur état d'esprit? Ces pays ont été membres du pacte de Varsovie. Alors, ce n'était pas le cas des pays baltes qui, eux, étaient membres de l'URSS, mais les autres étaient membres du pacte de Varsovie et en gardent donc un souvenir très proche. Et pour eux, au fond, l'entrée dans l'OTAN correspond à la manière d'échapper à l'influence, je dirais, russe historique qu'ils ont toujours subie. Donc au fond, pour eux, l'OTAN, c'est la garantie de sécurité face à la Russie. Et ils se sentent, pour des raisons très compréhensibles, beaucoup plus menacés que les autres pays de l'OTAN qui sont là depuis 1949 ou après d'autres élargissements. On a parfois beaucoup de mal à expliquer aux gens que l'OTAN n'est pas allé chercher ces pays pour qu'ils intègrent l'Alliance Atlantique, mais que ce sont des États devenus souverains qui ont fait la demande de cette intégration-là. Est-ce que ce message-là, il est difficile aujourd'hui à faire passer? Il est difficile à faire passer parce qu'il y a une méconnaissance du fonctionnement de ce qu'est une alliance militaire comme l'OTAN. Vous venez de le rappeler, en fait, on est candidat à l'OTAN et ensuite cette candidature doit être ratifiée par l'ensemble des pays membres. Je pense que ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est le lien qui a existé dans les années 90 pour un certain nombre de pays, je pense en particulier à des pays comme la Pologne ou comme les pays baltes, entre le fait de rejoindre l'OTAN et de rejoindre l'Union européenne, c'est-à-dire de rejoindre ce qu'on appelle les structures euro-atlantiques. Et c'est davantage dans le cadre, je dirais, de l'Union européenne que les questions de démocratie se posent de manière aiguë, avec d'ailleurs tous les problèmes que nous connaissons pour un certain nombre de membres de l'Union européenne. Là encore, on peut citer la Pologne ou la Hongrie, par exemple. On a aussi le sentiment, Thomas Gomard, depuis plusieurs jours, d'assister à quelque chose qu'on pensait relever du vœu pieux ou du serpent de mer, une Union européenne qui s'arme ou se réarme dans tous les sens du terme, et notamment sur un plan stratégique. Les Européens sont en train de se rendre compte qu'ils ont désarmé depuis 2 générations, depuis le début des années 70 en réalité, alors que les autres acteurs stratégiques réarment massivement depuis 1 génération. Et donc c'est un réveil extrêmement brutal parce que les Européens avaient intellectuellement, je dirais, évacué les questions militaires pour la plupart d'entre eux. Donc ça rappelle une chose, c'est que le réarmement, il vient toujours trop tard en période de crise. C'est-à-dire qu'on a beau réarmer, en réalité, les effets de ce réarmement ne se verront pas avant 5, 6, 7, 10 ans. Et la deuxième chose, c'est effectivement l'annonce par l'Allemagne d'un réarmement important, donc un changement de discours à noter. Cela étant, c'est un changement de discours qui intervient pour la 4e économie mondiale, la même semaine où le chef d'état-major de la Bundeswehr expliquait qu'il n'y a plus de Bundeswehr en réalité. Donc on repart de très très loin en Allemagne, et en réalité, si on raisonne dans un cadre strictement Union européenne et pas dans un cadre OTAN, on a des pays qui, je dirais, intellectuellement et politiquement, sont en train de redécouvrir la chose militaire. Thomas Gomard, après ce qui s'est passé aux Nations Unies mercredi soir, on sait
qui soutient la Russie. Est-ce que vous avez le sentiment que le tableau de ce vote de mercredi dernier nous donne au fond une photographie de ce qu'est le monde de 2022 ? Je pense que c'est une photographie très intéressante parce que effectivement, il n'y a que 5 pays, enfin 4 qui soutiennent la Russie directement, mais il y en a un peu plus d'une trentaine qui se sont abstenus. Et parmi ces abstentions, je crois qu'il faut noter au fond ce qu'on appelait jadis les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, sauf le Brésil qui ne s'est pas abstenu et a condamné la Russie. Mais le fait que l'Inde et la Chine ne condamnent pas, à mon avis, est un indicateur extrêmement important. Et puis il y a des surprises ou des semi-surprises au regard de l'évolution récente. Mais le fait que des pays comme le Sénégal ou comme le Mali s'abstiennent également en dit long sur leur évolution politique. Alors il y a deux manières de lire les choses. On peut se dire d'un côté, il y a plus de 140 pays qui condamnent la Russie, donc c'est la majorité. Mais on peut aussi réfléchir en termes démographiques, c'est-à-dire que si vous additionnez tous les pays qui ne condamnent pas la Russie, en particulier la Chine et l'Inde, eh bien vous avez une très large partie de l'humanité à certains égards. Et donc je pense que c'est effectivement une carte qui mérite une analyse très précise parce qu'elle reflète la recomposition globale des forces qui est accélérée par cette guerre en Ukraine. Terminons d'ailleurs, si vous le voulez bien, Thomas Gomart, sur cette relation Chine-Russie qu'on a vue s'afficher comme excellente aux derniers Jeux Olympiques de Pékin. Mais au fond, est-ce que cette osmose affichée entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, elle est si simple et si évidente que cela ? Ça, c'est la grande question. Qui sait ce que disent Xi Jinping et Vladimir Poutine ? Qui est capable de sonder leurs intentions réelles ? Il y a, sur un plan objectif, ce qu'on observe, c'est quand même des formes de rapprochement très notables dans un certain nombre de domaines depuis plusieurs années. Je pense notamment au domaine militaire et au domaine financier. Ensuite, il y a une posture chinoise qui a toujours été une posture de rejeter le principe même des alliances militaires. Ce n'est pas du tout dans la doctrine chinoise et également un embarras chinois puisque la Chine, vous le savez, défend toujours le principe de l'intégrité territoriale et de la souveraineté parce que elle se sent aussi à certains égards menacée sur son propre territoire, que ce soit au Tibet, au Xinjiang, et puis il y a toute la problématique de Taïwan. Néanmoins, avec cette absence de condamnation, elle confirme, à mon sens, deux choses. D'abord, son positionnement anti-occidental, et d'autre part, peut-être aussi une volonté d'utiliser la Russie comme une sorte de bélier idéologique pour essayer d'affaiblir la relation transatlantique. Or, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans un moment de resserrement de la relation transatlantique. Et donc, ça annonce probablement des formes de tensions vives, de compétition entre des blocs. Mais ce qui est à peu près certain, c'est que cette situation va mécaniquement accélérer l'aspiration de la Russie par la Chine sur le plan économique et financier. Merci beaucoup Thomas Gomart d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale du Dessous des cartes. On se retrouvera bien sûr samedi prochain à 19h30 pour notre rendez-vous habituel, mais aussi désormais du lundi au vendredi à 20h50 avec l'essentiel du Dessous des cartes, un nouveau rendez-vous pour zoomer en quelques minutes sur l'un des enjeux de cette guerre en Ukraine. À lundi donc, et tout de suite sur Arte, une édition spéciale du journal présentée par Damien Vaner.